Bon, Walter, je voudrais commencer par te remercier. Ouais. D'abord, te remercier d'avoir accepté de participer au projet sans la moindre hésitation. Parce que quand je t'ai appelé, il n'y a même pas eu un délai de réflexion. Il y a eu juste un grand sourire que j'ai entendu à l'autre bout du fil. Et ça m'a vraiment énormément touché. Je voudrais te remercier pour le travail qu'on a fait ensemble parce que je m'attendais à recevoir beaucoup. Je m'attendais pas à recevoir autant. Okay. Je m'attendais pas à autant de bienveillance, autant de compréhension, autant d'encouragement aussi. Donc vraiment, j'ai eu des épiphanies les unes derrière les autres et des révélations les unes derrière les autres. Donc je voudrais vraiment te remercier pour ça. Je voudrais aussi te remercier pour tes encouragements. La première fois que je t'ai parlé du projet il y a des années, parce que tu as été un des premiers à connaître l'existence du projet. Et c'est vrai que tu m'as suivi de loin et tu m'as encouragé à chaque moment et ça m'a énormément porté, ça m'a énormément touché. Et j'ai vraiment senti que le projet en lui-même te tenait à cœur et que tu te réjouissais finalement du message qu'il allait faire passer. Et à mes yeux, c'est vraiment la marque d'une réelle volonté de rendre le monde meilleur que d'être capable de se réjouir quand quelqu'un d'autre apporte quelque chose, même si ça vient pas de nous-mêmes. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je voudrais aussi, en plus, te remercier de faire partie de ce que moi j'appelle les messagers, c'est-à-dire de ceux qui passent leur vie entière à essayer de faire passer le message des chevaux et à essayer d'aider les humains à mieux les comprendre, à mieux les respecter aussi. Et puis finalement dans ce processus à se trouver eux-mêmes et à mieux se comprendre eux-mêmes et à plus se respecter eux-mêmes. Et je pense que il y a tellement de gens aujourd'hui qui font un peu dire n'importe quoi aux chevaux, qui le disent avec beaucoup d'agressivité en prétendant que c'est eux qui ont réellement compris quelque chose et qui veulent et qui prétendent avoir une vérité et détenir une vérité. Et je pense qu'en plus on a tellement tendance aujourd'hui à culpabiliser les cavaliers qu'à mes yeux le monde aurait besoin de plus de gens comme toi qui ont cette capacité à être bienveillants et à chercher qu'au final l'humain et le cheval retrouvent une vraie forme de partenariat et une vraie forme de collaboration où finalement chacun gagne à être avec l'autre et où du coup le cheval a cette liberté de faire réellement passer le message qu'il a à donner aux êtres humains dans toutes ses subtilités, dans toute la compassion dont ils sont capables d'avoir. Donc voilà, je voulais te remercier pour tout ça avant de commencer. Et je t'avoue que... Merci à toi. Je t'avoue que j'ai eu vraiment du mal à trouver par où commencer cette conversation. Parce que ton parcours est tellement riche que j'avais envie de te poser des dizaines de questions en même temps. Donc attends-toi à une interview très longue. C'est bon pour moi. Pour connaître un peu ton parcours, je t'avoue qu'une des choses qui m'impressionne et qui me passionne énormément, et je voudrais vraiment commencer par cet aspect-là de ta vie, c'est le travail que tu as fait avec les chevaux dans les prisons de haute sécurité et avec des jeunes en difficulté. Est-ce que tu peux commencer par me dire ce qui t'a poussé à emmener des chevaux dans des prisons de haute sécurité, ce qui t'a poussé à essayer d'aider des jeunes en difficulté avec des chevaux? En fait, c'est parti des États-Unis, où là-bas j'ai pris connaissance de tout un programme qui se fait dans plusieurs États. En Arizona, là où j'étais, à la prison de Gilbert, et j'ai pris conscience qu'il y avait tout un programme qui était mis en place avec des Mustangs, des chevaux sauvages, et avec les détenus. Alors un programme sur du long terme, où chaque détenu qui va dans ce programme déjà doit nettoyer des box pendant 2 ans, et s'il finit ça, il peut partir dans ce programme. Donc il y a déjà des vraies convictions pour participer à ce programme, tu vois. C'est pas je vais sortir de ma cellule et j'y vais. Et après, il doit débourrer ce cheval, et ça peut durer des mois. Et puis après, ce cheval part, il est adopté par une famille américaine, et puis ils en reprennent un deuxième, etc., etc. Et comme on est sur des peines, des longues peines, les mecs ils finissent, ils connaissent le métier que je fais, ils connaissent le tien, ils connaissent le cheval, mais sur le bout des doigts. Enfin, et donc le taux de réussite, ce que j'avais vu, c'était plus de 80%, je crois, où ils finissent tous dans des ranchs, à travailler les chevaux, à ferrer, à parer,
il trouve une vraie voie de résilience dans tout ça, et j'avais trouvé le programme juste incroyable de par sa profondeur et le fait que ça soit offert à des gens dans cette réinsertion sociale, cette réhabilitation totale, et le taux de réussite, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est juste incroyable. C'est l'humain dans son côté sauvage, puisqu'ils sont pas en prison quand même souvent pour rien, et puis ce cheval sauvage qui se retrouve, et ils doivent s'apprivoiser. Donc le programme, j'avais trouvé juste extraordinaire. Et quand je suis rentré en France, j'ai dit, mais c'est ça que je vais mettre en place. Je vais mettre en place en France ça. J'avais des grandes ambitions, j'en ai toujours eu. Et puis j'ai un petit peu regardé sur Internet, j'ai tapé chevaux, prison, etc. Et je me suis aperçu qu'à la prison d'Arles, ça avait déjà été mis en place. Alors pas dans cette longueur, pas dans ce long terme, puisque c'est compliqué en France. Mais qu'il y avait des journées où le cheval était en prison, et voilà. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé le responsable qui avait organisé ça. Pourquoi c'était pas moi qui avait pensé? En même temps, j'étais content que ça se passe. Et puis j'ai appelé Charles et qui m'a dit, mais ok, d'accord. J'ai dit, mais je veux travailler avec vous. Donc il a tellement vu, encore une fois, la détermination. Il m'a dit, mais venez, etc. Et donc j'ai intégré le programme où on faisait quelques interventions. Je crois que c'était à raison de 8 jours par an dans les prisons de haute sécurité, et puis un peu plus souvent dans les prisons où c'était des jeunes détenus de 18 à 25 ans. D'accord. Voilà. J'ai pas fait ça très longtemps, pas assez longtemps. Ça a été interrompu par l'administration pénitentiaire, malheureusement, mais j'espère que on va y revenir. Arles, déjà la prison, moi je connaissais pas du tout. Il faut y rentrer. Je pense qu'il faut vraiment y rentrer déjà pour voir l'intérieur d'une prison, l'énergie d'une prison, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Moi, le premier jour, je suis ressorti, j'ai pas dormi, et ce qui m'a vraiment troublé, c'est pas que c'était dangereux, etc. Oui, ça l'est, bien sûr. Mais c'est le contact avec les détenus de longue peine, hein. On est sur des gens qui font perpète, qui font 30 ans, etc. Hein, qui vont sortir un jour. Hein. Il faut bien se rendre compte qu'ils vont sortir. Et j'ai trouvé avec certains détenus mais autant, voire plus d'humanisme qu'à l'extérieur des murs. Je me suis rendu compte avec certains que c'est des hommes avant tout, qui des fois ont peut-être dérapé, parce qu'il y en a qui ont dérapé, hein, juste simplement. Hein. Mauvaise gestion des émotions, pendant 3 secondes, on peut tuer quelqu'un. Hein. Après, je suis convaincu qu'il y en a qui ne devraient pas sortir, mais le tri, c'est pas moi de le faire. Mais en tout cas, ouais, il y a de tout en prison. Et il y a des gens qui méritent, je pense, quand ils vont sortir, d'avoir le plus d'aide possible pour être insérés dans la société. Et donc le cheval a beaucoup participé à ça. Ouais. Moi, j'étais fier d'être dans ce programme. Ouais. Et à quel niveau, qu'est-ce qui fait que le cheval a cette capacité de les aider là où des psychologues ou des gens qui sont plus dans le social ont plus de mal à avoir des résultats avec certains prisonniers. Parce que tu m'as raconté tellement d'histoires qui sont très très fortes et de changements en l'espace de quelques heures, même pas pour certains. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que tu penses que le cheval, qu'est-ce qu'il fait de différent finalement que ce qu'un humain ne serait pas capable de faire? Alors de changement, je dirais pas changement, mais de prise de conscience, ouais. Qui peut-être finira sur un changement, mais en tout cas de vraie prise de conscience. Le cheval, déjà, je pense qu'on est avec du vivant. Alors,
le processus de la prison, d'amener des chevaux en prison, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et une des premières raisons, c'est la réhumanisation de la personne. Puisqu'on est sur des personnes qui se forment des carapaces extraordinaires. Des masques comme ça. Est-ce que ne peut pas faire, je pense, aussi vite, ou peut-être même pas du tout, une personne avec une personne comme ça, c'est par exemple l'aider à contacter sa douceur. C'était incroyable de voir des grosses brutes à 8 heures le matin et qui pleuraient avec le cheval le soir en faisant des bisous et avec une peluche de 500 kilos et qui caressaient mais comme c'était tellement précieux, et, tu vois. Et donc quelque part, cette reconnexion à leur douceur, à leur tendresse, tu vois, c'est le cheval qui l'a fait tomber, qui fait tomber les armures là. Et ça, c'est à voir, c'est juste incroyable, incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, personnellement, de ce travail-là? Je suis ressorti très humble de cette expérience en me disant mais j'ai pas fait grand chose en fait, parce que j'y allais un petit peu en disant on va un petit peu les aider à comprendre et tout ça, et en fait je me suis très vite aperçu qu'il fallait les laisser dans leur jus, si j'ose dire, et que c'était pas à moi de leur expliquer quoi faire à ces gens-là, c'était juste de les mettre en relation et de laisser faire. Et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est ce que je fais même maintenant avec des cavaliers, je laisse beaucoup la place à l'expérience et moins ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je laisse beaucoup plus de temps à ce que quelque chose puisse se révéler. Ouais. Et pour ça, des fois, il faut laisser du temps. Ouais. Est-ce que tu as quelques moments marquants, les moments les plus beaux de cette expérience-là? Est-ce que tu vois un ou deux moments qui ont été particulièrement... Il y en a eu pas mal. Fort. Je vais en choisir parce que... je me souviens notamment d'un détenu qui est arrivé le matin avec l'armure, qui était number one dans la hiérarchie, parce qu'on avait des tout petits groupes de 4. Il faut bien comprendre qu'en prison, il y a toute une hiérarchie qui s'installe, et qu'il faut surtout pas déroger à ça. Et donc, il s'est présenté en premier, après le numéro 2 s'est présenté, bam, bam, bam. Alors lui, c'était vraiment le caïd. Sur les 4, c'était celui que, voilà. Et il s'est présenté en caïd aux chevaux, parce que l'exercice, c'était simplement de rentrer dans le rond de longe et d'aller se présenter aux chevaux. Et puis après, ça a été de le mettre en mouvement. Et là, la mise en mouvement, ça n'a pas pris 10 plombes. Il est parti du style, je vais vous désintégrer, quoi. Vous allez bouger, mais vous allez même pas comprendre. Sauf que le cheval qu'il avait en face, lui, il a dit non. Il s'est reculé tellement vite, il a envoyé les sabots, que je pense que le détenu a eu tellement peur de mourir, je pense. Il s'est tellement confronté on dit souvent qu'on va toujours trouver plus fort que soi. Là, ce jour-là, c'était ça pour lui. Et du coup, il a complètement perdu les pédales. J'ai cru qu'il allait même tomber dans les pommes. Et puis après, il a été guidé un petit peu par les psychologues, etc., en disant, est-ce que vous pouvez peut-être trouver d'autres leviers motivationnels pour faire bouger le cheval? Et du coup, oui, il a commencé à... Et ça, c'est tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Et après, l'idée, c'est que peut-être la personne puisse prendre conscience que la violence, c'est son mode de fonctionnement, mais peut-être qu'il y en a d'autres, tout simplement, quoi. Et puis, après, il y a eu quelque chose qui était incroyable. On avait quelqu'un qui allait bientôt sortir, et
Et l'objectif était d'aller dans le rond de Longe. Et en fait, la personne est restée devant la porte et regardait les chevaux. Et donc on s'est posé la question de pourquoi il reste si longtemps, pourquoi il rentre pas, etc. Bon, il a peur des chevaux. Puis ça a duré, jusqu'au point en fait où la personne n'était pas capable d'ouvrir la porte, puisque la porte, c'était pas lui qui les ouvrait. Et donc la difficulté était juste là en fait. Et là, je me dis, mais dans quelques années, comment va faire cette personne si elle n'est pas capable d'ouvrir une porte à l'extérieur? Elle aura sûrement qu'un besoin, c'est de revenir là où elle est. Et c'est là où il y a des choses à faire, à mon sens, quoi. Et ça renvoie vraiment à cette capacité du cheval à symboliser quelque chose pour chacun de nous, quoi. Pour moi, c'est vraiment comme le dauphin ou l'aigle ou le loup. Ils portent en eux une symbolique qui est propre à finalement chaque humain et qui le renvoie à quelque chose. Et c'est incroyable parce qu'on a suffisamment discuté tous les deux et je connais d'autres histoires que tu m'as racontées et à chaque fois, c'est vrai que, et moi je l'ai suffisamment vu dans ma carrière aussi, à quel point le cheval symbolise toujours quelque chose pour l'humain. Et on a un peu tendance parfois justement à le simplifier, cette symbolique, en disant si mon cheval est nerveux, c'est parce que je suis nerveux, si mon cheval veut pas avancer, c'est parce que je suis trop calme. Et c'est tellement plus fin que ça à mes yeux, toute cette symbolique, tout ce qu'ils peuvent, comme si ils avaient une capacité à percevoir ce qui nous manque ou ce qui nous bloque ou la prochaine étape de notre évolution. Et qu'ils avaient la capacité à intégrer ça et à réutiliser ça pour nous le renvoyer, quoi. Et du coup, je me demandais si toi, tu avais cette sensation-là aussi et comment tu l'avais ressenti dans ce... Ouais, non, complètement, Je pense qu'on n'est pas avec les chevaux par hasard, déjà. On n'est pas avec les animaux, en général, par hasard. Et puis, notre cheval, celui qu'on décide de prendre à la maison ou d'acheter, n'est pas là par hasard non plus. Pourquoi c'est celui-là, pourquoi c'est pas celui-là? Il y en a des millions. Je pense que c'est pas par hasard. C'est pas un pot de moutarde, c'est pas tous les mêmes. Et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais il se passe quelque chose. Moi, j'ai cette sensation que c'est le moment où se crée, on choisit un cheval, finalement, on a l'impression en tout cas de le choisir. On a l'impression de choisir. Et que quand tu discutes avec la plupart des propriétaires de chevaux, il y a toujours ce truc que revient quand même 80 ou 90% du temps, cette phrase de je sais pas, c'était lui. Tu vois, et moi j'ai vraiment cette impression, et je voudrais savoir ton avis là-dessus, que c'est comme si dans ce moment qui est émotionnellement très fort, c'est comme s'il y avait une partie instinctive de nous qui est très animale finalement, qu'on laissait s'exprimer et qu'on réfrène en permanence de par l'environnement finalement dans lequel on vit. Et que c'est comme si c'était une part de nous qui sait de quoi on a besoin pour évoluer et qui va chercher le cheval du coup qui est la clé de notre évolution. Si on accepte après de se tourner vers ça, je voulais savoir ce que toi tu pensais de ça, ou si tu as l'impression... Parce que toi, tu dis souvent en plus que c'est les chevaux qui nous choisissent. Oui, je sais pas quelle est l'alchimie, mais en tout cas, il y a de ça dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est sûr. Après, j'ai pas la recette magique de l'alchimie là, mais moi, par exemple, mon 6e cheval, une Shire, je cherchais pas un cheval. Encore une fois, mais de toute façon, mes 6 chevaux, je cherchais jamais un cheval. J'ai fini avec 6. Mais elle, par exemple, c'est un vendeur de chevaux aux États-Unis qui habitait dans le Missouri, je crois. Moi, j'étais en Arizona. Et il me contacte parce qu'il s'apercevait que sur Internet que je faisais de la rando au Grand Canyon, etc. à l'époque. Et il me dit, je vends des chevaux, je passe vous voir, je vais en Californie, sur le retour, je viens, j'ai des chevaux. Et je dis, non, moi, je veux pas de chevaux. Et
et il me rappelle encore, il me dit, vous êtes sûr, je passe encore, là, pour vos randos, là. Je dis, mais j'ai pas besoin de chevaux. Et il se pointe chez moi. Un jour, il vient à l'improviste, il me dit, je suis le monsieur, avec un trailer de 10 chevaux à l'intérieur. Je me suis dit, ouais, sortez-moi vos chevaux, quoi. Tu vois. Et là, je vois ma chire, tu vois. Et elle vient vers moi, elle pose sa tête, il y a quelque chose de suite qui se passe. Mais ça a été, je crois, dans la minute où j'ai fait le chèque, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas t'expliquer concrètement exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas explicable. En tout cas, elle m'a tellement appris parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais bien dans, tu vois, j'étais pas trop dans le cheval heavy bone, tu vois, le percheron, là, tu vois, ça m'intéressait pas trop parce que en fait mon challenge il était un peu là aussi, c'est-à-dire j'avais pas trop envie de me frotter à ça, tu vois. Et là, il me tombe la chire, tu vois, qui décide de bouger quand elle a envie, là où elle a envie. En plus, elle travaillait à la police de Philadelphie. Donc elle s'appuyait sur tout, elle poussait tout, tu vois, c'était la catastrophe, tu vois. Et ouais, elle a fini dans la horde et elle m'a tellement appris. Est-ce que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là? C'était t'es bien dans ta finesse, c'est bien là, mais maintenant, moi, si je bouge pas, tu fais quoi, là? Ouais. Montre-moi ce que tu as là, tu vois. Et c'était beau parce que tout ce qu'elle voulait, c'était surtout pas plus de pression pour avancer, mais vraiment un alignement de tu vois, un centrage. Et après, elle faisait tout. Après, cette jument, elle faisait tout ce qu'on voulait, mais c'était vraiment un challenge, quoi. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se passe exactement. Alors évidemment, t'es pas seulement celui qui amène les chevaux dans les prisons. Non. Ça a été, c'était un tout petit c'est vrai épisode. Que le sujet me fascine complètement et c'est pour ça que je voulais commencer là-dessus. Ouais. Mais tu aides aussi les cavaliers à évoluer dans leur relation avec leur cheval. Et tu utilises aussi le cheval comme outil, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais de coaching pour des gens qui sont oh là, tu dis cavaliers. Deux gros mots là. Outil et coaching. Voilà. Tu permets à des non-cavaliers d'évoluer. Ça va. Ouais, il faut quand même mettre des mots, même si c'est pas... Et du coup, j'avais envie de commencer, pour petit à petit, j'avais envie de partir justement des détenus, des jeunes en difficulté, et puis petit à petit élargir le propos vers la relation des cavaliers avec leurs chevaux, vers les gens qui montent pas du tout à cheval. Et du coup, j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu retrouves comme similitude quand tu travailles avec des cavaliers ou tu essayes de les aider dans la relation avec leur cheval, quand tu travailles avec des gens qui ont jamais vu un cheval de leur vie, mais qui cherchent à mieux comprendre le leadership ou le centrage ou le lâcher prise. Quelle similitude tu retrouves avec le travail que tu as pu faire avec des prisonniers ou avec des jeunes en difficulté? Ah ben, faire confiance, clairement. Ouais. Faire confiance, là, c'est pratiquement un thème qui revient très très souvent. Ce qu'on va définir comme l'assertivité, ce positionnement, le positionnement face à l'autre, sans qu'il soit agressif. Ouais. Ça, c'est un thème récurrent chez les non-cavaliers, chez les cavaliers. Est-ce que tu as vu, à travers ces différents profils finalement d'êtres humains qui interagissent avec des chevaux, parce que je pense qu'il n'y a pas presque plus différent et en même temps plus semblable qu'un détenu, un cavalier, un non-cavalier qui vient pour... un humain, ouais. Voilà, un être humain. Mais est-ce que tu vois dans le comportement des chevaux des différences de comportement en fonction du la personne, type de personne avec laquelle ils interagissent? Tu veux dire dans ces trois catégories? Ouais, dans ces trois catégories. Non.
Non, je pense qu'on est vraiment sur l'individu. Ouais. Ils ont cette capacité à se détacher complètement. Oui. L'individu avec le cheval, cette entité-là, elle a beau être docteur, détenu, caissier chez Leclerc, c'est qui cette personne? Et ça exclut toute catégorie de personnes. Et c'est fou d'ailleurs de voir, moi je m'arrive de voir des gens qui ont aucune connaissance du cheval, qui ont aucune expérience du cheval, et qui font des choses avec les chevaux, mais c'est juste incroyable. Alors que je vois des cavaliers qui en font pas un quart. Donc là, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle chez ces gens-là, beaucoup de capacité déjà à percevoir l'autre, à percevoir le cheval, parce qu'il le connaît pas, mais en même temps, il ressent qu'il y a une tension, il voit des muscles bouger, c'est bizarre, il voit un relâchement, alors qu'il connaît pas le cheval. Et c'est marrant parce que je vois des cavaliers qui voient pas ça. Et donc là, on est vraiment sur sur cette capacité à discerner, à discerner les émotions déjà. C'est le début de l'intelligence émotionnelle. Et ça invite tout à fait ma question suivante, où je me demandais, avec justement toutes ces années d'expérience à observer toutes ces interactions et toute la variété d'interactions de l'humain et du cheval, si tu es parvenu d'une manière ou d'une autre à dégager des points clés, des choses que tous les cavaliers devraient travailler pour avoir une bonne relation avec leur cheval, et dans la même chose, une bonne relation avec eux-mêmes, finalement, et avec les autres humains, tu vois. Est-ce que tu as trouvé quelques points clés? Bon, on en a déjà un peu parlé aussi, mais est-ce que tu vois comme ça des choses qu'on devrait tous travailler pour pouvoir être en meilleure relation avec le monde qui nous entoure tout autant qu'avec nous-mêmes? Il y en a beaucoup. La cohérence. Ça, je pense que la cohérence, c'est un gros travail. Est-ce que je pense ce que je dis? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je fais ce que je dis? Et c'est ce que nous demande le cheval. Hein. C'est quoi ta cohérence? Parce que dès qu'il y a la faille, ça m'intéresse pas trop, c'est pas cohérent. Et nous, on est pareil. Quand c'est pas cohérent, on s'en va. Hein. Et ça c'est quelque chose d'important, c'est un pilier. La constance. La constance, ça c'est encore un autre gros pilier, je pense. Est-ce que on fait ça 9 fois sur 10 ou est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que je lâche alors que... Et donc, est-ce que je te montre une inconstance? Donc ça pour tout cavalier ou pour tout le monde. Notamment, je transpose beaucoup dans la place du cavalier un peu ce gros mot de leadership là. Hein, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. Exactement. Moi, j'ai pas fait les écoles de leadership. J'ai juste une idée du leadership du cheval et je le trouve tellement efficace déjà, beau, simple. C'est très simple. Et du coup, pour moi, leadership, c'est pas un gros mot du tout. Quoi. C'est tellement beau comme mot. Cette capacité à l'idée, à protéger son cheval ou à protéger ses enfants, parce que un parent, pour moi, c'est un vrai leader. Un manager à diriger ses équipes et à protéger ses équipes quand ça va mal. Tu vois, c'est ça le leadership pour moi. Je voulais te demander si tu pensais, après toutes ces années, que les chevaux ont réellement une mission auprès de l'humain. Je pense qu'ils sont en train de plus en plus de nous dire ne vous perdez pas. Tu vois ? Attention, ne vous perdez pas. Parce que tout est là. Hein. Je pense vraiment que tout est là chez l'homme. Il faut juste libérer plein de choses. Moi, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des doutes, j'ai comme tout le monde. Mais en même temps, je sais que consciemment, j'essaye de travailler là-dessus. Et avec le cheval, ça m'aide profondément. Et encore plus vite, je pense. Mais
c'est facile de se perdre aujourd'hui. On est submergé par tellement de choses que cette essence-là, c'est bon d'y revenir, quoi. C'est très archaïque, c'est très ancien, c'est très simple, c'est très animal. Tu vois, se recontacter notre animalité aussi, et le cheval, c'est ça pour moi. Tu vas traverser. Moi, je pense que quand tu rentres dans une carrière, dans un rond de longe, où tu veux, avec un cheval ou des chevaux, tu peux pas sortir comme t'es rentré. C'est pas possible. Et parce que tu vas nécessairement toucher à plein de choses avec lui. Il va te faire toucher plein de choses. Ta masculinité, ta féminité, tu vas être obligé de contacter ta douceur, ta fermeté, tu vas être obligé de toucher plein de choses. Puis tu vas ressortir. Mais là, il y a un moment, je pense, où on reçoit des informations, tu vois, et c'est pas conscient. Par contre, on reçoit plein d'informations. Et puis on ressort, et on continue notre vie. Et en même temps, là, on a reçu plein de choses. Et on sait qu'on a reçu plein de choses. Pas sur le coup. À mon avis, c'est quelques jours après, de par expérience, hein, je vois bien les gens qui font ça. C'est après. On me dit, mais c'est exactement comme avec le cheval. Mais c'est quand il a fait ça que moi j'avais... Et tu vois, c'est flagrant, quoi. Et l'information, elle est là, quoi. Et c'est beau, moi, je trouve. Moi, j'adore. J'adore voir les gens avoir des flashs, tu vois. Ils s'illuminent, ils disent, c'est ça, ouais, que c'est quand j'étais avec lui, là, quand il a fait ça, moi, j'ai pas fait ça, mais c'est pareil aujourd'hui, tu vois, avec ma fille, avec ci, avec ça. Et ça, c'est trop beau, ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent pas capable de réaliser ses rêves et ses objectifs? Parce que c'est moi que c'est quelque chose qui... J'ai toujours été très... avec des grands rêves, avec des grandes ambitions, ça m'a jamais arrêté. Je me suis jamais dit... Je suis toujours parti avec cette idée que si j'y mettais suffisamment d'énergie et de temps et d'efforts, tout était possible à n'importe qui. Et du coup, moi, dans ma vie personnelle, j'ai très très difficile à dire quelque chose et à aider des cavaliers ou des non-cavaliers qui me disent moi je me sens pas capable de faire ça, ou c'est réservé à des gens qui ont du talent. Est-ce que toi, du coup, avec l'aide que tu fais aussi bien aux cavaliers qu'à des non-cavaliers, comment est-ce que tu approches ça et comment est-ce que tu aides les gens qui ont à ce point pas confiance dans leurs capacités à avancer? Alors, je pense être quelqu'un de très bienveillant, mais en même temps, j'aime bien être assez direct aussi. Par réalisme. Ouais. Par réalisme. Et le travail, comme tu disais, l'énergie, l'effort, le temps... pour moi, c'est souvent que je dis, mais si vous y collez pas, vous allez pas y arriver, quoi. Ouais. Donc oui, j'ai envie, mais en même temps, je sais pas si je vais y arriver. Avec des scies, on coupe du bois, hein. Ouais. Tu vois. C'est la phrase qui dit si tu penses que tu es capable ou si tu penses que t'es pas capable, t'as raison dans les deux cas. Dans les deux cas, t'as raison, ouais, tout à fait. Mais le travail, s'y coller. Puis après, tu ouvres, hein, ça arrive, mais en tout cas, tu ne peux déjà y arriver que si tu t'y colles. Ouais. Ça, déjà, c'est pas en allant prendre un cours à droite à gauche et en espérant, non. Moi, j'encourage les gens avec qui je fais des séances, qui ont des chevaux, les cavaliers. Mais attendez pas que je revienne. C'est pas mon cheval, c'est pas moi qui fais le taf, c'est vous, quoi. Et donc, et comme on a vu, je m'excuse, je t'interromps, hein, mais parce que, comme on a vu pendant le travail qu'on a fait ensemble, que qu'est-ce que tu vas retirer, la quantité de choses que tu retires de ce travail permanent, tu vois, et que c'est pas la question de savoir si tu es capable d'aller là, non. C'est qu'est-ce que tu vas réellement apprendre en sur allant le là. chemin. Et c'est vrai que pour avoir eu des moments dans ma vie équestre ou dans ma vie personnelle où
étant justement un guerrier par rapport à ça, d'aller vers les choses, et tu finis par arriver à l'endroit où tu voulais arriver, et t'as juste rien appris, quoi. T'as juste foncé tête baissée dans le truc, ce qui est bien d'avoir cette énergie-là et d'accomplir quelque chose. Mais il y a un moment où l'accomplissement devient vide de sens. Et j'ai vraiment eu cette sensation dans le travail avec mon cheval, tu vois que en prenant ce chemin a priori presque un peu détourné, finalement le fait que le cheval reste avec moi ou pas, par exemple pour parler de la liberté, tu vois, devient terriblement secondaire. Ça devient une conséquence de tout ce que j'ai appris, plus que le but en soi qui m'a fait oublier tout ce que j'aurais appris sur le chemin, quoi. Et la conscience oui, je vais là-bas, je fonce tête baissée, déjà je vois pas les autres. Déjà ça c'est terrible, parce que on voit plus le cheval en fait. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'il fasse ça, et il n'existe plus le cheval. Et puis après, quelle est la conscience, la présence dans laquelle je suis quand je fais quelque chose. Et c'est en me concentrant sur ça, beaucoup parce que je vais m'y coller, que je vais y arriver. Ça pour moi c'est crucial, quoi. Pratique sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que c'est Rabelais qui disait ça. Si t'es pas dans le fait de t'y coller et d'être en conscience de ce qui se passe quand tu le fais, à mon avis déjà tu y arriveras pas. Tu vois. Donner du temps, un apprentissage, c'est un apprentissage. Hein. Donc j'ai peur de pas y arriver. Ok, on peut projeter. La peur, elle est valide. Ok, mais en même temps, quand on commence à se dire, ok, maintenant, je vais essayer de dépasser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Il va falloir accepter le fait que c'est un apprentissage. Tu vois, moi, quand j'apprends la guitare, je vais pas jouer dans un groupe de rock demain. Et si je veux jouer dans un groupe de rock, il va falloir que je m'y colle 3 heures par jour pendant des années. Tu vois? Mais en même temps, j'ai peur de pas y arriver. Tu vois? C'est ok. Mais je peux pas poser la guitare non plus. Parce que là, c'est sûr que je vais pas y arriver, par contre. C'est ça. Tu vois? Et donc, faut y aller, Et c'est comme si, du coup, la peur de pas y arriver, le fait de pas se sentir capable était plus une peur de la quantité de travail et d'investissement que ça représente, finalement. Peut-être, pour certains, peut-être pour certains, ça peut être ça. Je sais que j'ai pas le temps, je sais ce que ça implique. Parce que j'ai compris quand même que si je veux faire ça avec mon cheval, il y a des heures derrière, tu vois. Et peut-être que j'ai peur de ça aussi. Et donc peut-être ça peut être après chaque individu peut formuler ses peurs en sachant derrière ce qu'il y a. Je pense qu'on est conscient déjà de pas mal de choses. Hein. Toi, quand tu es vraiment toi-même tout seul face à de la frustration, comment est-ce que tu l'as? En général, avec un cheval, je me retire. Ça, c'est ce que moi j'appelle le stop. Et le stop, rien faire, c'est faire beaucoup. Se retrouver déjà. Parce que l'émotion, elle submerge, ou l'émotion, ça dure 3 secondes, une émotion. Hein. Quand ça arrive, c'est souvent qu'on passe à une autre après. Hein. Se retrouver, la gestion de cette émotion, ça passe par un retour au calme. La plupart du temps, en tout cas, c'est un outil qui est fondamental. Et donc, je pense l'action, ce besoin d'inaction là, enfin pas ce besoin, tu vois, ce truc de se dire mais je fais rien, donc il faut que je fasse. Tu vois, il faut que je fasse bouger mon cheval, il faut que je fasse ci, et puis après on fait ça, et puis après on fait ça, et puis après on fait ça. Et tu vois des séances, ça s'arrête jamais. Le cheval jamais il se pose, la personne jamais elle se pose. Tu vois. Donc c'est normal que ça escalade. C'est normal que ça monte, mais ça peut pas être autrement. Moi, sur une séance d'1 heure, dans l'idéal, 1 heure avec un cheval, dans l'action physique, hein, de bouger, peut-être 25 minutes. Le reste du temps, c'est de l'inaction.
Mais l'inaction, c'est déjà quelque chose. Ouais, Ça me permet de me retrouver, ça permet au cheval d'intégrer, de se poser, tu vois. Et c'est un vrai travail d'accepter l'inaction, quoi. Ah ouais. Et en même temps, c'est hyper productif. Parce que c'est là où tu vas créer la connexion, c'est là où tu vas créer l'intrigue de ton cheval. Mais pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde pas, il est calme. Tu vois, et en fait, c'est tellement, c'est d'une puissance incroyable, le fait de s'arrêter. Et c'est ce qui permet de ne pas subir les émotions. Et c'est ça. Tout ça, Et de réguler. Parce que s'il y a que dans ce moment-là où tu vas pouvoir revenir à zéro. Souffler, comme on dit. Voilà, laissez-moi souffler 2 minutes là. C'est ça, c'est de souffler, de respirer, de se poser, de se reprendre au sol. Tu vois, et de dire ok, maintenant dans quoi je repars. Mais c'est un petit peu ce qu'on parlait ce matin, hein, ces pressions, ces relâches. On enseigne, c'est marrant, on enseigne aux gens la pression motive, la relâche enseigne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je transmets. Mais est-ce qu'on l'a fait nous-mêmes, quoi? Ouais. Tu vois? C'est ça, Et le cheval a besoin d'aller dans cette relâche pour revenir à zéro. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que du coup, ça fait sens que très souvent, quand tu n'as pas fait ce travail-là sur toi-même, au final, tu te rends compte à quel point tu ne fais que empiler des émotions, que tu t'accroches à elles et à la signification que tu leur donnes. Et du coup, ça devient logique qu'à un moment, le vase déborde parce qu'il y a une goutte d'eau, il y a une émotion de trop qui fait qu'à ce moment-là, il y a ce trop-plein et ce débordement. Ça peut pas faire autrement. Et effectivement, d'avoir cette capacité à remettre les compteurs à zéro de manière régulière, même dans une journée, même pas passer avec les chevaux, c'est extrêmement précieux pour justement garder une qualité de vie même, je pense, tu vois, où tu es pas juste à être écrasé sous le poids de la quantité d'émotions que tu subis et qui viennent s'empiler les unes aux autres. Ça te permet du coup de vivre vraiment une émotion qui va peut-être, si tu pars à zéro, elle va peut-être faire monter à 50, 60%, même dans le négatif. Mais après, tu as cette capacité à repartir à zéro. Donc si jamais il y a une autre émotion qui vient à 50% tout aussi négative, si t'es pas reparti à zéro, poum, t'es déjà dans le rouge d'être à 100%, tu vois. Et là, ça te permet de juste repartir à zéro. Donc avant de monter à 100%, il faut déjà tellement plus de temps et de choses très graves pour arriver jusque là. L'émotion, tu sais, quand elle arrive, de toute façon, c'est ce qui nous régit. On n'est pas des êtres de raison. On est des êtres d'émotion. C'est pas d'abord la tête qui dit je vais avoir peur. L'émotion, elle arrive, soit elle creuse, soit elle gonfle. Il y en a qui sont plaisantes, il y en a qui sont déplaisantes. Le ratio, je crois, pour une émotion plaisante, une émotion déplaisante, il t'en faut 3 de plaisantes dans les 4 heures qui viennent. Tu vois, pour équilibrer le truc. Tu vois. Alors ça veut pas dire émotion plaisante, ça veut pas dire je pars en vacances et tout ça, non, je sais pas, j'appelle mon copain, il me fait sourire, je mange un morceau de chocolat, je regarde un bon film, je sais pas moi. Je caresse mon chien, c'est plaisant, je ferme les yeux, je me souviens de quelque chose de plaisant, voilà. Mais tu vois, le ratio déjà, il est pas équilibré. Donc on s'énerve après notre cheval, après il faut équilibrer derrière. Donc si on n'a pas la capacité de se poser, de regarder un peu les nuages, c'est sûr, et d'apprécier le soleil ou j'en sais rien, là, c'est sûr que ça va monter. Après tout ce qu'on a dit, si au dernier jour de ta vie, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as écrit était amené à disparaître et que tu pouvais laisser que 3 conseils de vie, qu'est-ce que ce serait? Si tout ce que je faisais... Tout ce que tu as fait, imagine t'es au dernier jour de ta vie, on te donne un papier et un stylo, on te dit toute ton existence va disparaître et le seul message que tu peux laisser à tes enfants ou à l'humanité ou aux gens qui viendront après toi, la seule chose que tu vas léguer, c'est 3 conseils simple que tout le monde va pouvoir comprendre sans grande
Avec le cheval ou sans cheval, en général. Des conseils de vie plutôt. Conseil de vie, ouais. Aimer. Aider. Et apprécier. Aimer. Je transpose au cheval, par exemple. Aimer votre cheval. Chacun sa manière, mais aimer. L'aider. Vraiment aider son cheval. Il n'a rien demandé, lui. Tu vois. Il part à gauche alors que je veux qu'il aille à droite. Aide-le. Aide-le. Oui, te challenge. Aide-le. Et apprécier. Apprécier ce qu'on a, quoi. Qu'est-ce que tu penses que c'est ta mission sur Terre? Pourquoi tu penses que tu étais fait, ou quel message tu veux faire passer? C'est généralement la réaction des invités. C'est vrai? Oui. Je suis classique. C'est prétentieux de dire qu'on a une mission quand même, non? C'est pour ça que je laisse ça ouvert avec pourquoi tu penses que tu étais fait, ou quel message tu veux faire passer. Je ne le vois pas du tout comme une prétention, mais plus comme c'est quoi ton moteur, tu vois, et qu'est-ce que tu voudrais léguer à travers ton expérience, je pense qu'on a tous cette volonté quand on est dans une forme de transmission à un moment ou à un autre de faire passer un message quel qu'il soit, tu vois, que ceux qui vont venir après nous puissent garder quelque chose. Et je le vois pas du tout comme quelque chose de prétentieux de je veux que les gens comprennent ça, mais plus voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de ce que tu auras fait, de ton passage sur cette terre et de ton activité avec les chevaux. Si on peut parler de mission, c'est de partager, de passer, de passer, ouais. Tu vois, j'aime bien cette idée de on me donne ça, c'est bien, on profite un peu et puis tiens, tu regardes, c'est trop bon ça, tu vois, de passer un peu, voilà, j'aime bien cette position de passeur, de médiateur aussi, tu vois, entre l'homme et le cheval. Je suis là en même temps, vous faites vos trucs et puis hop, je t'aide un peu et voilà, cette idée, de partage au sens le plus noble possible du terme. Qu'est-ce que ça retire ? Ça me remplit, ça me fait avancer, ça me fait vibrer, de savoir que quelque part, on est unis et que, tu vois, cette unité, les chevaux et les hommes, les plantes, un peu, là, on est tous là pour un peu s'aider les uns les autres, je pense. J'en retire de la plénitude, de la sérénité, de savoir que je participe à ça. Tu vois, j'ai cette image de mon grand-père qui a tellement été un passeur d'informations. Et en plus, j'étais privilégié parce que j'étais le seul à qui il expliquait un peu ces histoires de guerre quand il était prisonnier. Et tu vois, cette idée de passer là, je me dis, mais s'il avait pas fait, tu vois, ça serait où? Ça serait perdu. Et en même temps, je me suis senti très privilégié de recevoir. Et donc, ça me remplit, ça me remplit la vie, ça me remplit le cœur, et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Walter. De rien. Un tout grand.